Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau Laurent Henninger. Bonjour Laurent. Salut Pierrot, ça En ce va? lundi de Pâques, on va tous très très bien et surtout nous avons un peu de temps pour parler d'un sujet qui est peut-être d'actualité. Nous sommes lundi de Pâques 2026. On nous parle depuis quelques semaines de boots on the ground, de potentielles opérations amphibies ou aéroportées ou un mélange des deux sur l'Iran de la part des États-Unis, peut-être même avec des troupes d'autres pays, sait-on jamais. Eh bien, nous n'allons pas commenter cela parce que les hypothèses sont trop grandes, on n'a pas les informations. En revanche, en tant que, pour ma part, amateur d'histoire et toi, historien spécialisé dans l'histoire militaire, eh bien, nous pouvons faire peut-être sur quelques heures un petit aperçu de l'histoire et de ce qu'on entend par opération amphibie, débarquement. Et peut-être c'est ma première question. euh, pour ne pas dire des bêtises, pour ne pas prendre trop de choses, comment on peut définir le débarquement, l'opération amphibie ou les opérations qui permettent de prendre un terrain d'assaut depuis la mer? Alors, comme tous les historiens, je vais être un petit peu emmerdant. Je vais commencer par définir des mots, tu vois, pour qu'on s'entende bien savoir de quoi on parle. Déjà, débarquement et opération amphibie, c'est pas forcément la même chose. Les opérations amphibies, ce sont toutes les opérations qui sont à la jonction de l'eau et de la terre. Ça peut être des opérations, dans ce cas-là, de patrouille côtière. Ça peut être des opérations de raid de commando qui ne sont pas destinées à rester sur place, mais à rentrer très vite, de très vite accomplir leurs tâches, buter quelqu'un, faire sauter un radar, que sais-je, et repartir aussi vite. Bon. Ça peut être des opérations dans des deltas. Ça peut être des opérations dans des archipels. Imagine une guérilla dans un archipel, c'est une opération amphibie. Parce que tu passes autant de temps à marcher qu'à naviguer en hors-bord entre les îlots, tu vois. Les Suédois aujourd'hui sont les experts de ça, hein, dans tout ce qu'on appelle l'archipel de Stockholm, tu vois. Bon, ça peut être des opérations dans des marécages, ça peut être des opérations dans des lagunes, ça peut être plein de choses, tu vois, les opérations amphibies. Des opérations sur la banquise aussi, parce que la banquise, c'est un peu de l'eau et c'est un peu de l'espace solide aussi, tu vois. Donc le mot opération amphibie est un terme très générique et qui recouvre énormément de choses. Sauf que dans les faits, et surtout pour nous qui venons du XXe siècle, les opérations amphibies, c'est presque uniquement les opérations dites de débarquement, tu vois, parce que c'est ça qui occupe le plus gros du problème, et puis c'est ça que nous, on a vu ou dont on a entendu parler parce que ça faisait partie de la mémoire. Je veux dire, toi comme moi, on est né après la Seconde Guerre mondiale, mais le débarquement de Normandie, ça fait partie de notre mémoire directe, hein. On est né dans une sorte de grand après-guerre, nous, hein, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est les débarquements. Ensuite, il faut faire la différence entre un débarquement tout court, c'est-à-dire que je mets des troupes à terre, ou à l'inverse, ça peut être aussi un rembarquement, hein. Ça peut être Dunkerque, ou tu vois, des trucs comme ça. Ça peut aussi être un rembarquement, c'est une opération amphibie aussi. Euh, bon, par exemple, je mets des troupes à terre, et puis elles rentrent à l'intérieur des terres et elles vont aller se battre. Mais elles n'ont pas rencontré d'opposition sur la plage. Ça a été le lot des débarquements depuis l'Antiquité. Parce que de ce point de vue-là, il y a des opérations amphibies dès l'Antiquité, hein. Les Grecs, les Perses, les Romains pratiquent des opérations amphibies. Les Romains lancent une immense opération amphibie, mais vraiment immense, quand ils vont envahir ce qu'on appelle alors la Bretagne, c'est-à-dire Mhm. la Grande-Bretagne aujourd'hui. Bon, il y a des opérations amphibies, hein.
Même, énorme. je crois qu'en fait, si on y réfléchit, la première histoire de l'humanité, pas tout à fait la première, mais une des premières grandes histoires de l'humanité, qui est l'Iliade, Ah comporte ben un oui, débarquement ah, mais évidemment, c'est un énorme débarquement sur les côtes d'Asie mineure, oui, tout à pas fait. loin de Gallipoli d'ailleurs. Mais enfin, Absolument, on va y on revenir. en reparlera. On en reparlera. Bon, c'est. Alors, chez les Romains, il y a aussi des opérations amphibies intéressantes. Alors là, cette fois-ci, dans le sens large que j'exposais tout à l'heure rapidement, c'est quand Pompée, avec la marine romaine et quelques légions, va faire des opérations pour nettoyer les côtes illyriennes, c'est-à-dire les côtes de la Yougoslavie, de la Croatie actuelle, qui est tout un ensemble d'archipels côtiers des pirates illyriens qui sont qui font chier quoi dans la région, hein, pour le dire. Bon, et les Romains décident une bonne fois pour toutes d'aller leur apprendre la vie ou la mort en l'occurrence, et ils font des opérations archipélagiques de ce genre. Bon, mais sinon des grandes opérations, et puis tout au long, je veux dire, au Moyen Âge, il y a bien sûr le débarquement de Guillaume le Conquérant en Angleterre, hein, Guillaume le bâtard de Normandie. Il y a des débarquements des croisés pour aller prendre Constantinople en 1204. Il y a, bon, alors, ensuite, et avant plutôt les débarquements des croisés en Terre Sainte. Il y a des débarquements tout au long de l'époque moderne, notamment en Méditerranée, pour, dans le cadre de cette immense lutte au XVIe et XVIIe siècle, des puissances comme Venise et tout ça contre les Turcs. Hein. Au XVIIIe aussi. Alors au XVIIIe, il y a des opérations amphibies absolument gigantesques et extrêmement impressionnantes d'un point de vue logistique qui sont menées par les Anglais. Ils font en même temps, et ça quand on connaît les moyens logistiques de l'époque, c'est assez extraordinaire, ils opèrent en même temps, ils envoient deux flottes, une qui va vers La Havane pour aller prendre La Havane à Cuba, et en même temps une autre qui va à Manille, de l'autre côté du monde, pour aller prendre les Philippines aux Espagnols. Et les deux expéditions sont réussies. Mais ça, d'un point de vue logistique, financier, naval et tout ça, on voit bien que l'Angleterre de l'époque, au XVIIIe siècle, c'est vraiment les États-Unis des années 50 ou 60. C'est une hyperpuissance. Alors, est-ce que ces opérations de l'Antiquité ou pas encore les temps modernes, mais de ces époques du Moyen Âge, de la Renaissance et un peu plus tard, est-ce qu'elles se font face à des forces qui se défendent ou est-ce que c'est Non, justement. on se pose avec des chaloupes Et voilà, on se pose avec des chaloupes et éventuellement quelques chalands pour transporter du matériel lourd ou des chevaux ou des chevaux. Mais justement, c'est pas ce qu'on appelle précisément un débarquement en force. Mhm. C'est-à-dire qu'on débarque sur la plage et il n'y a personne sur la plage pour nous tirer dessus ou nous empêcher de débarquer. Et pourquoi ça? Les armées étaient plus petites. Bah, les armées sont plus petites, mais quelquefois elles sont grosses quand même. Mais surtout, les armées n'ont pas la mobilité, tu vois. Donc, il faudrait que l'ennemi en face soit prévenu que tu arrives, qu'il soit prévenu que tu vas débarquer sur tel palage et pas sur tel autre, Et pour à pouvoir quelle heure, ouais. déployer son armée au bon endroit. C'est pas évident, hein. Parce que Euh, justement, quand on pense à la grande armada espagnole, ouais. ou même enfin la flotte que Napoléon, en tout cas la grande armée de Napoléon à Boulogne, qu'il souhaitait pouvoir faire débarquer en Angleterre, clairement, il ne s'agit pas d'un assaut. Il s'agit de trouver, déjà de faire c'est pas facile, de déjà traverser, et ensuite de déposer des troupes, et ensuite ça Alors, devient une armée bien sûr. à terre. Alors, surtout qu'à l'époque, effectivement, on peut mettre les gars dans des chaloupes et les faire débarquer sur une plage. Encore que débarquer d'une chaloupe sur une plage,
Bon, c'est pas difficile, mais c'est pas non plus aussi confortable, pratique. C'est pas aussi pratique que d'avoir des péniches de débarquement comme pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Bref, et c'est pour ça que la plupart du temps, ce qu'on cherche à faire, c'est s'emparer d'un port. C'est ça. L'idéal, c'est d'avoir un port pour débarquer son corps expéditionnaire. Tu vois, c'est d'avoir un port. Alors peut-être que dans ces cas-là, oui, dans le port, il y a déjà plus de gens susceptibles de résister. Mais dans ce cas, on s'arrange. Là, il y a tout un travail, pour le coup, de Le siège. renseignement au préalable. Ouais. Éventuellement, et c'est pour ça que souvent les marines, à ces époques-là, sont un des foyers de la naissance des services secrets modernes, hein. C'est Ah que oui. la marine a plus que toutes les autres armées besoin de renseignements. Et C'est le euh, port, c'est ouais, structurel ouais. à la guerre navale, Oui, le oui, et puis renseignement. saisir un port à cette époque-là, c'est compliqué parce que le prendre d'assaut avec des navires qui bombardent le port, bah, le navire a le défaut de couler alors que le port, non. C'est vrai, Et donc, c'est mieux de débarquer des troupes à côté qui font le siège du port exactement. C'est ce que font les Anglais à La à Havane et à Manille. Manille. Oui, Et à oui, Québec également, quand ils veulent oui, prendre Québec. oui, c'est Ils vrai. débarquent à côté, ils montent, ils grimpent une falaise qui n'est pas défendue par des espèces de chantiers, de sentiers de contrebandiers, tu vois, et ils font le siège à la ville. Et la marine, elle fait le siège à la ville aussi, mais un siège naval, c'est-à-dire au Mhm. large de la ville, au large de l'entrée du port, et elles empêchent les bateaux de sortir. Et les ravitaillements éventuels de Et rentrer. les éventuels C'est ça. ravitaillements. Voilà. Euh, Blocus. c'est ça. Mais, euh, mais en général, ce que tout le monde préfère, encore aujourd'hui, pour faire un débarquement, c'est avoir un port. Ou même, et les services de renseignement, c'est non seulement avoir toutes les infos possibles et imaginables, les marées, là où sont les canons défensifs, quel est l'effectif de la garnison, des trucs comme ça, oui. Mais éventuellement, les services de renseignement peuvent aussi servir à essayer je sais pas, de faire de la subversion dans la population portuaire pour faire en sorte qu'ils accueillent en libérateurs les envahisseurs, par exemple. Tu vois. Euh, et puis, alors au 19e siècle, ça commence les opérations, amphibies commencent à prendre un peu plus d'ampleur. On commence à faire des débarquements avec un peu plus que des chaloupes. On construit des espèces de grandes barges, tu sais, des immenses bateaux à fond plat, sans rien dessus, hein, des bateaux nus, hein, des coques nues à fond plat pour transporter l'artillerie, les ballots et les caisses de ravitaillement, les chevaux et des choses comme ça. D'ailleurs, il y a des bateaux écuries, par exemple, Mhm. hein, qui servent à transporter les chevaux pour les régiments de cavalerie. On commence à voir apparaître, mais en fait dès le 18e aussi, des navires spécialisés de toutes sortes. Donc ceux que je viens de te dire, mais également ce qu'on appelle des galiotes à bombes, qui sont des Mhm. espèces de navires de taille moyenne, qui possèdent un énorme mortier à bord. Tu sais, ce qu'on appelle un mortier à l'époque, c'est un canon très court, mais énorme, très, très large, à tir qui va tirer de façon quasi verticale pour faire un tir en cloche, pour Mhm. détruire des fortifications ou des murailles ou des choses de ce genre. Bon, et au 19e siècle, mais en fait, les vrais débarquements en force, ceux qu'on a tous dans la tête, on a tous ces images-là dans la tête, et on pense du coup que c'est la norme sur 2000 ans. Eh Mhm. bien, ces vrais débarquements en force, type il faut sauver le soldat Ryan, le premier quart d'heure, là, bon, en fait, il n'existe qu'au XXe siècle. Ouais. Parce que même les forces, pendant la guerre de sécession, les forces du Nord ont fait un très gros débarquement pour leur époque,
pour essayer de prendre de revers la capitale Richmond, la capitale du Sud. Ouais. Mais là aussi, c'est pas une attaque vraiment face à des positions fortifiées, en tout cas pas beaucoup. Non. Et même quand ils ont fait le grand détour pour aller prendre la Nouvelle-Orléans, Ouais. le débouché du Mississippi, à ma connaissance, ils n'ont pas attaqué frontalement le port, ils ont Mm. débarqué à côté, hein. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, c'est en fait ces débarquements-là, avec les mitrailleuses qui sont en haut de la dune et qui mitraillent les gars au sortir des chalands de débarquement alors qu'ils ont seulement le buste hors de l'eau. Cette espèce de scène cauchemardesque qu'on voit au début du soldat Ryan, tout ça, ça n'existe qu'au XXe siècle en Mm. réalité. Ça Parce que, commence avec les Dardanelles, bien sûr, Gallipoli et les Dardanelles. ouais. Et puis, ça se poursuit par une opération très très peu connue chez nous, mais parce qu'en plus c'est un débarquement en situation de guerre coloniale. C'est au début des années 20, les Espagnols qui ont été neutres, hein, pendant toute la Première Guerre mondiale sont empêtrés dans la guerre du Rif au Maroc. Mhm. Et les Espagnols, et je crois que c'est le général Franco à l'époque qui organise ça, il me semble, à vérifier, C'est possible, ouais. organise un débarquement, pas en force, hein, pour le coup, mais avec des péniches de débarquement d'un modèle qui annonce déjà ceux de la Seconde Guerre mondiale. Parce que Gallipoli, si on veut y Et attends, revenir. attends, Oui, vas-y, pardon. Je t'en prie. et il débarque sur la côte marocaine, sur les arrières de l'armée des insurgés rifins. Et ça, c'est un truc peu connu. Euh, et puis, alors, la Seconde Guerre mondiale, alors là, c'est l'époque reine à la fois des grands débarquements en force, aussi, des rembarquements déjà pour commencer à Dunkerque, ensuite, les grands débarquements en force américains en Afrique du Nord, Sicile, Provence, Italie, hein, Anzio Grèce, et tout ça. Les Russes ont fait des débarquements aussi en mer Noire, Kerch, oui. les Soviétiques, voilà, Kreshk et Novorossiysk. Euh, et puis, il y a l'immense guerre du Pacifique dont on parle jamais en France, qui a été une guerre faite presque entièrement dans le Pacifique à coup de débarquements, hein. Et puis des débarquements très sanglants. Oui, oui, les Japonais ont débarqué, parce que personne connaît les troupes d'assaut de la marine japonaise, mais ils ont débarqué à Singapour, en Malaisie. Évidemment, ils ont pris d'assaut les Philippines, L'Indonésie, l'Indonésie, la Papouasie, qu'on appelle ça, l'archipel des Bismarck, c'est ça? oui, Ouais, les îles Salomon, les îles les îles Bismarck Salomon. et tout ça, puis toutes les archipels de Micronésie et de Mélanésie Et aussi. parfois avec des désastres, comme les débarquements justement à Guadalcanal japonais, sont des Ouais, désastres incroyables. Et du côté américain, bien sûr, tout le monde, enfin, notre génération a vécu, comme tu le disais au début, avec ces noms, Guadalcanal, les Nouvelles Hébrides aussi, Peleliu, oui, bon, ben, t'as Tarawa, Guadalcanal, t'as Saipan, t'as tout un tas de Tarawa qui batailles. était violent, Iwo Ouais, et puis Jima, jusqu'à la Okinawa. fin, Iwo Jima, Okinawa, des Et choses comme ensuite, ça, les quoi. Philippines. Et c'est vrai que, alors, en revanche, ce qu'on ne connaît pas, c'est les débarquements côté allemand ou éventuellement côté russe. On en connaît peu parce qu'ils sont petits. Oui, ils sont petits, ils sont, enfin petits, toute une question de proportion, mais par rapport aux grandes opérations de l'armée soviétique, c'est l'opération de Novorossiysk et de Kerch, c'est des petites opérations. Mais dans l'absolu, c'est quand même avec plusieurs centaines de milliers d'hommes. Tu Et, vois, et puis, bien sûr, ce qui est très connu, au-delà de Dieppe, qui pourrait être un raid plus qu'un débarquement, ouais, bien sûr, c'est la Normandie. Et puis, ah ben tu, évidemment. tu as mentionné quelque chose qui est, d'ailleurs, on va en parler de l'aspect logistique, mais c'est vrai que la planification logistique d'un débarquement du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, pour Ouais. arriver simultanément dans les grands ports du Maroc et d'Algérie, c'est un vrai travail d'orfèvre. Ah ben, les débarquements, ça fait partie des opérations aéro-terrestro-maritimes, parce qu'en fait,
Plutôt que de dire opération amphibie, on préfère employer souvent, enfin chez les professionnels, chez les militaires, le terme d'opération combinée, parce que c'est terre, mer et air, tu vois, Mhm, bien sûr. et renseignement et logistique et tout à la fois. C'est vraiment, c'est des opérations totales en fait, tu vois. Mm. Euh, c'est les opérations les plus complexes à réaliser, d'une part, d'un point de vue, je dirais, technique, non seulement de la technique du management et de la planification, mais également technique au sens des matériels particuliers qu'il faut utiliser. Il y a des matériels spéciaux pour les débarquements. Il faut créer des modèles de chars amphibies, il faut créer des péniches qui vont sur les plages, il faut créer des matériels de déminage particuliers, etc., etc. Tu vois, c'est bon. Il y a un travail gigantesque et au niveau euh, pardon, tactique, voire sub-tactique, c'est-à-dire pour les soldats qui sont au casse-pipe, c'est les opérations les plus casse-gueule. Ah ouais. Et C'est puis, les il plus faut... casse-gueule, les plus difficiles, les plus meurtrières. C'est celles où on risque le plus de glisser et de se casser la gueule, vraiment, c'est le clair. au sens propre comme au sens figuré, et de tout foirer, alors que tout était, Et, on croyait que tout était bien prévu. et ça ne peut pas se faire n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Absolument. Il faut tenir compte de la météo, des marées, de la désinformation éventuelle de l'ennemi. Enfin, ça Ah, va mais loin, les ça va très loin. Anglo-Américains, pour le débarquement en Normandie, avaient même envoyé à plusieurs reprises des commandos sur les côtes françaises qui avaient pour ordre de ne pas tirer un seul coup de feu, jamais, de se planquer si vous voyez une patrouille allemande et de résister à leur envie furieuse d'aller à la bagarre. Parce que souvent, c'était des mecs comme ça aussi, hein, les commandos. Il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est des mecs qui veulent aller à la bagarre. Quand tu les envoies dans une mission où tu leur interdis d'aller à la bagarre, pour eux, c'est une frustration. Bref. Mais des missions qui avaient pour but de prélever des carottes de sol sur les plages pour vérifier quels étaient les types de sable et les densités de sable qu'il y avait sur telle plage à tel endroit. C'est-à-dire, est-ce que le sable qui est au bout ouest de la plage de Trucmuche, est-ce que c'est un sable trop meuble ou est-ce que c'est un sable suffisamment tassé pour faire passer des chars? Ouais. Tu vois? Même des fantassins. Ceux qui connaissent les plages de la mer du Nord, de la Bretagne ou même de la côte atlantique savent à quel point c'est pas facile, selon les moments, Mais de se balader sur ces exactement. plages. Ou parce que les plages dans ces régions-là, c'est pas les belles plages de Méditerranée ni du Pacifique. C'est des plages où il y a du sable, mais il y a au moins autant de vases. Mm. Tu vois, et donc la nature géologique du sol joue également. Bon, tu vois, c'est. C'est pour ça que beaucoup de débarquements, beaucoup de ces opérations n'ont pas eu lieu. Pour plein de raisons, mais clairement, l'opération Seeloe, pour l'invasion de l'Angleterre, n'a pas Oui, eu lieu. Malte, opération C3, n'a pas eu lieu. Beaucoup, j'imagine, ont été planifiés, puis on s'est dit que pour X raisons, c'est pas possible, on peut pas le faire. absolument. Absolument. Ces leveux, ils l'ont pas fait pour plein de raisons. Ils avaient rien pour eux, en fait. Mm. Ils avaient pas assez de péniches, ils avaient pas assez d'hommes, ils n'avaient pas réussi à conquérir la supériorité aérienne. Les Anglais avaient trop de force encore devant eux. Euh, ils n'avaient pas suffisamment de puissance navale pour protéger les péniches pendant la traversée. Bon, c'était impossible, ils l'ont compris quand même. Hein. Ils pouvaient buter les nazis des fois, mais Mais le Weserbund, la Norvège, c'est ouais, un c'est pas sacré mal. truc en revanche. Mais c'est énormément du débarquement à Oslo Oui, pour le gros des troupes, oui, oui, c'est tu vrai. vois. Euh, donc voilà. Non, les soviétiques, alors c'est marrant parce que chez les soviétiques, c'était l'infanterie de marine qui faisait ça. Alors tu peux me répondre, bah oui, mais dans tous les pays, au départ, c'est une dévocation de l'infanterie de marine Au euh, de, début, au de faire départ. des débarquements. Sauf que chez nous, l'infanterie de marine, c'était depuis longtemps d'abord et avant tout de l'infanterie, donc ils avaient des uniformes proches de ceux de l'armée de terre.
Mais dans l'URSS des années 40, l'infanterie de marine, c'est d'abord et avant tout des marins avec des Ouais, mitraillettes. ouais. Et ils n'ont pas de péniche de débarquement, ils ont des chaloupes, et c'est des mecs avec des bonnets de marins, tout ça. Mais il y en a encore aujourd'hui en Ukraine. Oui, bien sûr, bien Il y a des sûr, brigades d'infanterie de marine, comme absolument. pour la France, alors que les Marines américains n'interviennent pas ou très très peu en Europe. Oui, ils C'est interviennent marrant. très peu en Europe, ils sont essentiellement dans le Pacifique. Oui, Ouais. ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est étonnant ça. Alors que c'est des Euh, spécialisés normalement. Enfin, à l'époque, la spécialisation, elle était pas si grande, hein. non, mais Mais quand même. c'est aussi parce que les Marines à l'époque, c'est une armée, c'est un service, comme on dit dans le vocabulaire militaire américain, qui est beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, hein. Donc Ouais, déjà, ils n'en avaient pas assez pour faire tout le Pacifique, les ouais, je crois que Marines. c'était quatre divisions au total. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, peut-être qu'avec la mobilisation, ils sont montés à 6 ou 7, Ouais, tu vois, c'est ça. peut-être, mais euh, c'est même dans le Pacifique, par exemple, eux, ils ont le Pacifique centre, Ouais. c'est-à-dire là où il y a le moins d'îles, tu vois, Pour le parce que coup, le Pacifique Sud, ils peuvent pas le couvrir. Et là, c'est l'armée de terre parce qui que fait pour le le coup. coup, comme en France avant 1914 ou comme les Royal Marines, c'est réellement des troupes embarquées qui sont censées, si on remonte assez loin, faire l'assaut d'un bateau à un autre, Mais débarquer dans des ports, faire souvent le service colonial du fait de leur présence à travers ah les... non, mais attends, là, tu me lances sur un sujet, un vaste et complexe sujet sur lequel j'ai écrit un article il y a 25 ans qui a fait date parce que je pense que c'est un article qui fait vraiment le point sur la notion de ce qu'est l'infanterie de marine. Euh, c'est que l'infanterie de marine, c'est que ça se crée au 16e, 17e siècle. Alors, dans l'Antiquité des Oui, légions de marine à Rome, c'est vrai, hein. c'est vrai. Bon, chez les Grecs aussi, il y a des hoplites de marine, des trucs comme ça. Oui, parce qu'il faut Chez avoir les le pied Turcs, il y a marin. des... Hein. On oublie qu'il faut avoir le pied marin. Parce Voilà, que moi qui n'ai pas le pied marin, je peux te dire que voilà. crapahuter dans la montagne, j'aime bien. Mais alors Oui, sur mer, pff, toi, tu es un alpini, ah toi. ouais, ouais, alors moi tu me mets sur un bateau, Ouais, ouais, bah oui, rien faire. j'imagine. Eh ouais. Et toi, t'es pas le régiment San Marco. Non. Non, non, je reste dans mais mon grand-père, notre grand-père a été dans les montagnes aussi. Donc non, non, Voilà, oui, oui. je Bah, viens de... Voilà. c'est les grandes unités d'élite de l'Italie, hein, les Alpini. C'est ceux qui sont vraiment bon. Mais en Turquie Les ottomane, Français sont nos maîtres. Les chasseurs alpins, c'est nos maîtres. ah bon, vraiment? Ah, en Italie, on voit les chasseurs alpins français, on a beaucoup de respect pour eux. C'est vrai. Bon, ah ben, écoute, ça fait plaisir. Mm. Bon, non, mais je Les reviens au débat. Autrichiens aussi. Les Autrichiens aussi Oui, bah oui, j'imagine, ils oui. nous ont donné du fil à retordre. Oui, oui, bah oui. Oui, mais vous aussi, vous leur en avez donné, hein. On fait ce qu'on peut. Mais bon, voilà. Au Oui, non, bord de mais la mer, il faut avoir le pied t'as même marin. dans l'Empire ottoman, t'as des janissaires de marine, tu Ouais. vois. Bon, mais non, on crée en fait parce que le problème qui se passe au 16e et 17e siècle, à la naissance des marines modernes, c'est que on commence à bien distinguer, non seulement d'un point de vue statutaire, mais même d'un point de vue technique, on commence à bien distinguer les navires de commerce et les navires de guerre, ce qui n'était pas le cas avant où la frontière entre navires de guerre et de commerce, elle n'est pas nette. Bon, là, on commence à les distinguer. Or, sur les navires qui deviennent des navires de guerre et faits uniquement pour ça, les marins proprement dits, se considèrent d'abord et avant tout comme des marins. C'est-à-dire qu'ils gardent la vieille mentalité qui les, euh, qui les rattachait à leurs collègues des marines civiles. Tu vois, ils se considèrent comme des marins. Donc, alors même s'ils sont prêts volontiers à participer à des bagarres et à des abordages, c'est pas leur métier d'utiliser des fusils ou des canons. Donc, on est obligé de mettre des soldats de l'armée de terre à bord des bateaux. Et peu à peu, ils y restent. Tu vois, c'est ça les Marines, tu vois. Les Royal Marines dans la marine britannique, la Royal Navy,
Et puis, il y a l'équivalent dans la marine espagnole du siècle d'or. Il y a les équivalents créés par Richelieu et puis par Colbert dans la marine française. Bon. Et ils sont destinés d'abord et avant tout à maintenir la discipline à bord. Parce que les risques de mutinerie sont toujours très grands dans les marines de cette époque. Bon. D'abord, maintenir la discipline à bord. Deuxièmement, à faire des opérations de débarquement ou de raid, tu vois, ou de patrouille à terre, tu vois, bon. Et puis, participe aux abordages, tu vois, parce que c'est encore beaucoup de guerres d'abordage à l'époque, comme tu le sais, hein, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a énormément d'abordages. Ce qu'on voit complaisamment dans tous les films de pirates Très actuels. lucratif quand ça fonctionne, d'ailleurs. Pardon? Très lucratif quand ça Ah oui, marche. ah, ça c'est un autre débat, mais oui, c'est vrai, oui. Non, mais Oui, oui, non, mais tout des à fait. fortunes se sont faites Oui, comme oui. ça. Mais alors, ceux qui participent aux abordages, c'est également beaucoup les marins Mhm. auxquels on distribue des armes juste avant l'opération, juste avant l'attaque, et qui participent à l'abordage. Alors, tu sais, tout le côté avec des Les cordes, gourdins. je vole sur le pont du bateau ennemi, bon, etc. Tout ce côté très théâtral et qui fait la joie des films de pirates. Euh, il y a beaucoup de marins. Les Royal Marines, avec leurs fusils, très souvent, pas toujours, mais très souvent, une partie d'entre eux participent aux abordages ou au contre-abordage, mais toute une partie d'entre eux aussi montent dans la mâture, dans les haubans, et font du sniping depuis les haubans sur le pont du bateau ennemi. C'est comme ça d'ailleurs que pendant l'abordage entre le Victory de Nelson et puis je ne sais plus quel bateau français en face, je ne sais plus si c'est le Bucentaure, quelque chose comme ça. Bon, il y a un soldat français qui monte dans les haubans et qui snipe l'amiral Nelson et qui le tue. Hein, ce qui ne va pas nous empêcher de perdre la bataille, mais bon, au moins on aura cette consolation-là. C'est vrai. Euh, c'est, mais alors, les Marines anglais, hollandais, plus tard américains, quand les Américains vont créer leurs Marines, autant ils vont rester des vrais Marines, une vraie infanterie de marine, et continuer à dépendre de la marine et plus de l'armée de terre. En France, il va se passer un phénomène très bizarre qui va faire que notre infanterie de marine, très vite, dès le 19e siècle, ne va plus être une infanterie de marine. Et c'est pour ça que, du coup, la marine française va être obligée de créer la spécialité de fusilier marin C'est marrant. à bord des bateaux, tu vois. Parce que la marine, l'infanterie de marine, d'abord, elle se met à servir très rapidement au 19e siècle aux conquêtes coloniales en Afrique, tu vois. Donc, ça devient une sorte d'armée de terre bis, tu vois. Elle participe, mais puis loin à l'intérieur du continent africain, hein, dans les déserts, les brousses, les savanes, Tout à etc. fait. Euh, euh, ils, euh, euh, alors, ils sont théoriquement partis de la marine, mais c'est tellement lointain que bon, c'est plus, et puis c'est plus le même boulot qu'ils font. Hein. C'est plus du tout le même boulot. C'est ce qu'on appellerait un boulot. Moi, ce genre de conquête coloniale, c'est ce que j'appellerais, d'un point de vue strictement tactique, c'est un travail de gendarmerie lourde. Tu vois, c'est de la gendarmerie. C'est de la contre-insurrection, c'est de la bon, on fait régner la loi dans les villages, c'est des combats qui peuvent être meurtriers, qui peuvent être très cruels, très violents, etc. Oui, mais c'est pas la vraie guerre complète avec duel d'artillerie, etc. C'est pas les tranchées de Verdun, si tu veux. Hein, c'est pas bon. Euh, et puis cette situation qui était une situation de fait au 19e siècle, va être entérinée en 1900 précisément, où les troupes de marine vont être rattachées à l'armée de terre et enlevées à la marine, rattachées à l'armée de terre, et elles vont garder l'emblème qui est celui de l'encre, hein, bon, sur tous leurs uniformes, mais elles vont changer de nom, on va les appeler les troupes coloniales.
hein, dans le jargon militaire, la colo. Ben, c'est ça, la colo, la coloniale. Les troupes coloniales. Donc en fait, alors oui, c'est vrai qu'elles sont transportées par des bateaux pour aller là-bas. Oui, ok, d'accord, mais c'est plus de l'infanterie de marine. tout à C'est fait. plus du tout de l'infanterie de marine, ça n'a rien à voir. Bon. Mm. Et elles vont reprendre leur appellation d'infanterie de marine à partir de 1962, puisqu'on n'a plus de colonies. Ça ne veut rien dire d'avoir une infanterie coloniale. Donc elles reprennent le vieux nom d'infanterie de marine, mais elles restent fondamentalement une infanterie coloniale destinée à toutes les interventions des années 60, 70, 80 et tout ça en Afrique, au Moyen-Orient et tout ça, tu vois. Mais en France, on n'a plus de vrais Marines. Non. Et je sais qu'il y a une bagarre interne à la direction des troupes de marine dans l'armée de terre française entre ceux qui veulent conserver, qui insistent pour conserver cette culture coloniale, parce que pour eux, c'est important stratégiquement, politiquement, parce que c'est des troupes qui savent bien se mêler aux populations, etc. Bon, admettons. Et puis ceux qui voudraient les voir redevenir des vraies troupes amphibies, par exemple. Mais en France, on en est dépourvu. Et ceux qui sont vraiment des troupes amphibies maintenant en France, c'est les fusiliers marins et surtout les commandos marines, Ouais, en fait. Mais sauf que eux, ils sont faits pour faire des raids, pas ouais, pour faire des conquêtes de côtes, tu tout à vois. fait. C'est ça toute la différence. Mais les vrais Marines, c'est les Marines anglo-saxons et hollandais, hein, d'ailleurs. Et Euh, d'ailleurs, le plus grand débarquement, sauf erreur, hein, parce que tout d'un coup j'ai un doute, mais je crois qu'il est quand même plus grand. Normandie est quand même plus grand que Saipan, qui a lieu le même mois, juin oui, 44. oui, Ce sont pour l'immense majorité des troupes d'infanterie britanniques, canadiennes et américaines standards, absolument, à peine formées à descendre du absolument, bateau dans des péniches, et puis c'est tout. absolument. Absolument, c'est pas du tout des Marines. C'est de l'infanterie régulière, normale. Et effectivement, ils ont eu une formation très sommaire d'emploi des péniches de débarquement, et puis ça s'arrête à peu près là, hein. Ouais. Bon, Avec donc des voilà. commandos qui ont leur rôle, des troupes aéroportées qui peuvent avoir un Voilà, rôle autour. voilà. Autour, comme tu le dis, autour ou sur les flancs, tu Et vois. tu disais d'ailleurs très justement que l'objectif, ça reste de prendre un port, bien qu'en Normandie, ils aient eu cette incroyable technique de faire, de créer un port artificiel pendant quelque temps, mais en fait, l'objectif restait Cherbourg. Mais bien sûr. Et rester Cherbourg, et ils auraient bien aimé avoir plus rapidement Brest, Lorient et tout ça, Eh ouais. Anvers. Bon, à l'époque, les Allemands n'étaient pas nuls hein, non plus, donc ils se laissaient pas Ben faire non oui, plus. oui, oui. Ils avaient compris Même en que 44, pourtant les Allemands, ils commençaient déjà à tirer la langue salement. ouais, Ils étaient encore pas nuls. ils avaient compris que Lorient, Brest et Cherbourg, ils les ont rendus très chèrement, voire pas du tout. Ben, alors Enfin, Brest, Brest, ils oui, ont fini ils par ont le fini par rendre. le. Ils Brest ont- et Cherbourg, ils ont fini par le rendre. Ça s'est battu un peu, mais ils ont fini par les rendre. Mais Lorient, Rochefort, Ouais. Royan, tout ça, ils se sont battus Ouais. jusqu'au bout, hein. Ouais. Parce que d'une part, pour empêcher les Alliés de profiter de ces ports, pour leur logistique, mais également pour permettre à leurs sous-marins de continuer à venir se faire réparer C'est vrai. à Lorient, à Rochefort et dans ces coins-là, tu vois. La Rochelle, comment ça s'appelle? La Palisse, le port de la Palisse à La Rochelle vaut la peine d'être visité, hein. Je dis ça pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, Ouais. c'est impressionnant, hein, les constructions, les Ah bah oui. bunkers. Ah bah moi, je connais celle de Lorient et de Ah Brest, ouais, c'est bah, monstrueux, c'est énorme. Mais c'est même énorme. Cherbourg, hein, même Cherbourg, Oui, 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 ça aussi, oui, oui, reste. oui, tout à fait, tout à Enfin bref. fait. C'est Et, euh, et donc, pour revenir à cette idée de ce que veut dire un débarquement, tu as parlé de logistique, tu as parlé de coordination, tu as parlé de technique, on a parlé brièvement des troupes au sol, de géologie, d'études de la météo. de management aussi. C'est probablement le pic ultime de l'opération militaire. Enfin, c'est Oui, l'apex, le summum. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément de ces débarquements. exactement. Mais alors non seulement il y a cette complexité, mais je rappelle aussi que je l'ai dit, mais je le redis, c'est aussi l'opération la plus casse-gueule.
il y a plusieurs opérations qui sont très casse-gueule en tactique militaire terrestre, pour le coup. C'est le débarquement et une autre, mais je vais y revenir, et puis ce qu'on appelle le décrochage. Ouais. Quand tu es accroché par l'ennemi et pouvoir décrocher. Ah, ça, tu as décroché après un débarquement, Ah c'est bah oui, tu peux difficile. pas. Bah, c'est Enfin, c'est Gallipoli, très c'est difficile. Anzio. Enfin, Anzio, tu peux pas décrocher. Une fois que tu peux plus avancer, tu es dans la merde. Ah ben, mais ça, on va y revenir, bien Ouais, ouais. sûr. Ah, je l'avais même Euh, pas noté dans les échecs, Anzio. ah oui, oui, oui. Non, c'est près de chez moi, ça. Enfin, Ah ben, voilà, c'est en ouais, Italie. ouais, tout à fait. Euh, non, mais il y a une autre opération qui est considérée comme très difficile, c'est le parachutage. Or, le parachutage, il a un point commun énorme avec le débarquement. Il a un point commun énorme, c'est que dans les deux cas, tu arrives sur un milieu solide terrestre en provenance d'un autre milieu. Mm. C'est un passage d'un milieu physique à un autre. Et dans les deux cas, c'est des opérations hyper fragiles, hyper casse-gueule, et où tu risques de laisser de très grosses plumes. Ouais, alors déjà parce que tu n'arrives pas tous en groupe En plus, et tu as ce que tu as sur toi, en gros. exactement, Et tu dois te faire avec. Et voilà, peut-être que le ravitaillement ne viendra jamais. exactement. Je pense à une opération qui est aussi peu connue, qui est en fait aussi amphibie, mais on ne connaît que la partie aéroportée, c'est Crète. Ah oui, la crête, oui, bah, Parce tout que à fait. les bateaux ont tardé, hein, ils ne sont pas arrivés comme Bah, ça. les bateaux ont tardé parce que les Allemands n'avaient pas de flotte de débarquement. Donc tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont, comment dire, ils ont réquisitionné de force des petits bateaux de pêcheurs de toute la côte grecque Ouais. continentale. Et ils ont fait la traversée de Grèce continentale à la Crète sur plusieurs milliers de petites coques de noix en bois qui servaient à des pêcheurs d'habitude pour des équipages de 3 mecs ou 4 mecs, tu vois. Ils étaient 10, 15 dessus avec leurs flingues. Bon. Et ils ont fait le trajet à une vitesse d'escargot et tout. Et les parachutistes, eux, par contre, ils ont morflé. Ils ont fini par gagner. Ils ont conquis la crête. Mais les parachutistes allemands, Ils ont pris cher, ouais. ça a été une hécatombe hein, pour eux. Ouais. Tu vois, c'est une hécatombe. Et c'est pour ça, et ça c'est intéressant, je pense, c'est que aujourd'hui, tu vois, les parachutistes, c'est un type d'arme, de force qui est né dans les années 30. On avait commencé à avoir l'idée d'en créer en 1918, et puis ça s'est pas fait. Mais les vraies unités de parachutistes, elles sont toutes petites, elles commencent à apparaître dans les années 30. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il y a des grosses opérations aéroportées, en plus des petites opérations commando, mais ça c'est autre chose. Bon, Mhm. mais des grosses opérations commandées, c'est unique, aéroportées, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais moi je pense, et c'est pas simplement moi qui le pense, c'est les faits qui sont là. La Seconde Guerre mondiale a été à la fois a marqué la naissance des grandes opérations aéroportées, mais également leur mort. Ouais. Parce qu'après, c'est quoi? Suez? Oui, mais Suez, il y a à peine de défense Ouais. pour les accueillir. Et puis après, tu as des opérations, mais c'est des petites opérations Ouais. aéroportées. C'est-à-dire que ça ne va pas au-delà du bataillon. Ouais. Tu vois, Il y en a eu. en Algérie et en Indochine, c'est au Ouais. niveau du bataillon. Ouais. Ouais, en Indochine, ça n'a pas bien marché non plus. Si, ça marchait bien, mais c'était Ouais. des petites opérations au niveau du bataillon, donc qui n'ont pas non Ouais. plus une influence gigantesque Ouais. sur le champ de bataille. Je suis en train de réfléchir. Il y en a eu, je crois, en Irak en 2003, mais minuscule aussi. Voilà. Et puis je crois que c'est tout, hein, parce Les que... Indiens en ont fait dans les guerres Ah, indo-pakistanaises. ouais. Parce qu'en fait, l'hélicoptère permet de faire pas mal, hein, Voilà. ouais, Voilà. de manière Et plus sûre. bah, l'hélicoptère, c'est une péniche de débarquement qui vole, hein, Ouais, ouais, c'est ça. tu vois. Et Et ouais, même au Vietnam, il y a eu des débarquements au Vietnam, un tout petit peu, mais oui, c'est oui, oui, il y en a eu. Il y en des a eu. Marines dans enfin, dans le nord du sud. Oui, dans le nord du sud, ils en ont fait. Et puis, il y a aussi toutes les opérations, alors pour le Oui, coup, dans de le delta. Ouais, Delta et puis les opérations fluviales au ouais, sud. Là. ouais, ouais, ouais. Euh, Mais alors, est-ce que, alors peut-être, avant de revenir sur les techniques,
est-ce que c'est quelque chose qu'on risque? Parce que même pendant la grande guerre, la guerre du Golfe de 91, je crois qu'il n'y a pas eu de débarquement. Les Marines Non, étaient à les pied. Américains ont fait courir le bruit qu'ils Oui, allaient débarquer au Koweït ouais, pour fixer des troupes irakiennes sur la côte koweïtienne, mais en fait, ils n'ont c'est rien ça. fait. Ouais. Et est-ce que c'est pas la fin de ce genre de Mais grandes si, opérations? justement. Si, justement, c'est que pour les opérations amphibies de débarquement, les grandes opérations de débarquement en force ne sont plus possibles aujourd'hui. Avec la puissance de feu des deux côtés, d'ailleurs, hein, qu'il y a, on ne peut plus faire le grand débarquement d'Omaha Beach, on ne peut plus le faire. Mhm. C'est fini. Que l'artillerie est devenue, enfin, les drones, l'artillerie, Les drones, l'artillerie, les missiles, les mines, les chars, etc. Enfin, bientôt les robots, pardon? bientôt les robots, Oui, les robots, les hélicos, etc. Les ça hélicos devient d'attaque, cette difficile. fois-ci. Aujourd'hui, on ne peut plus, on peut faire des débarquements, éventuellement, même si on a les moyens, des grands débarquements, type Normandie, mais ça ne sera pas la Normandie au sens de débarquement en force. Ouais. Ça, c'est Donc, fini. ces grands navires dont les Français, d'ailleurs, je vais vous faire plein de compliments aujourd'hui, dont les Français ont l'excellence, comme ces Mistral, Ouais. qui sont l'Italie, on a des similaires, je me demande s'ils ne sont pas construits sous licence, etc. Non, non, Euh, non, ils ont leurs propres chantiers qui sont. ces Ils sont bons, grands, les chantiers navals oui, italiens oui, militaires. mais je Hein. pensais que le design était à peu près le même, et ces grands bateaux de commandement qui sont capables d'amener des troupes. On a vu, les Américains en ont encore assez gros, les Ah Tripoli, oui, mais ils en ont plein, oui. ils ont Les des quasiment Américains, les Italiens, les Espagnols, ils Donc en c'est fait ont. Hein. pour projeter de la puissance, mais plutôt face à des territoires où on ne va pas avoir une forte opposition. Voilà. Mhm. Ça ne sera pas des débarquements en force. Mhm. Donc Éventuellement en semi-force, mais pas en force directement sur la plage. à l'heure où on parle, il n'y a pas encore eu de débarquement en Iran. Ouais. Peut-être Mais que, je leur souhaite pas d'essayer d'en faire un. là, pareil, parce qu'en plus, Je leur souhaite pas enfin parce bref. que le problème d'un débarquement, même s'il réussit, c'est qu'ensuite, il ne faut pas rester sur la plage. Ah ouais. Il faut percer, il faut rentrer à l'intérieur des terres. Alors quand il s'agit de prendre une île, l'intérieur des terres, c'est vite limité, quoi. Voilà, bon. Petite île. Mais Pardon. quand 200 mètres après la, ou même pas 200 mètres, 50 mètres après la plage, c'est tout de suite des falaises ou la haute montagne, eh ben, tu es bloqué sur la plage comme un con. Ouais. Et là, c'est le massacre qui dure des mois, comme à Gallipoli, Ouais. tu vois. Ouais. Rappelons alors, Euh, rappelle-nous Gallipoli, parce que je trouve que c'est une histoire, eh c'est ben, c'est fascinant comme les opération. Anglais, et en particulier Churchill, hein, qui était déjà présent dans la Première Guerre mondiale, puisqu'il était le ministre de la Marine. Euh, il a voulu faire une opération pour s'emparer des détroits turcs, c'est-à-dire les Dardanelles et le Bosphore, de s'emparer des détroits pour, d'une part, affaiblir la Turquie, deuxièmement, couper le lien physique entre les forces vives de l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Anatolie, et les puissances d'Europe centrale, c'est-à-dire Allemagne et Autriche-Hongrie, et puis également rétablir un lien physique par le sud avec la Russie. C'était le triple objectif. C'est Le ambitieux, hein. problème, alors le premier delta, quand on remonte par la mer Égée, le Bosphore, c'est le deuxième. C'est celui qui donne directement sur la mer Noire. C'est celui au-dessus duquel il y a la ville de Constantinople. Bon, mais le premier détroit, qui est un détroit tout en longueur en plus, qui est celui des Dardanelles, qui est extrêmement étroit, et ben sur la comment dire sur la rive européenne, je crois que c'est un peu le cas sur la rive asiatique, mais moins. Mais sur la rive européenne, c'est de la montagne Et avec des canons dedans. avec des canons dedans. Bon, de la petite montagne, hein, c'est pas Oui, les oui. Alpes non plus, mais quand même. Bon, et puis des falaises. Mais alors là, des falaises quasiment tout de suite sur la plage, tu vois, ou presque. Et les troupes du Commonwealth, c'est-à-dire un peu de Britanniques, mais essentiellement des Australiens et des Néo-Zélandais, ont été envoyés au casse-pipe. Ils ont débarqué et les Turcs avaient tellement renforcé leur défense sur les Dardanelles, ils les ont vus venir.
Ouais. On Euh, rappelle que d'abord, ils ont essayé de forcer avec la marine, oui, sauf que les mines entrent dans un détroit, exactement, ça exactement. facilite pas la tâche. Ah ben oui, ça Et fallait. les canons qui tirent sur les navires endommagés, ça aide pas non plus. Eh ben voilà. Je crois qu'il y a eu pas mal de pertes, hein, Et les des gros malheureux cuirassés qui sont. soldats d'Océanie, là, les Australiens, les Néo-Zélandais, ils se sont retrouvés pendant plusieurs mois dans des tranchées qui sont devenues rapidement des enfers, encore plus que les tranchées de la Somme d'ailleurs. Alors il n'y avait pas la pluie, mais il y avait le soleil sans pluie. Et puis le soleil, quand tu as des blessés, que tu peux chier nulle part, que tout ça, au bout d'un moment, ça devient l'enfer. Ouais, Bon. c'est Et en sûr. plus, les Turcs qui te tirent dessus. Ouais. Bon. Ça a été un enfer. Et encore aujourd'hui, ça fait partie de la mémoire nationale australienne et néo-zélandaise Ouais. de façon très, très prégnante, hein, comme pour Ouais. nous, Verdun, ou pour les Anglais, la Somme, ou pour les Russes, Stalingrad, tu vois. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Au point que on m'avait même rapporté une info qui est anecdotique, mais qui est intéressante, c'est que les étudiants australiens ou néo-zélandais, enfin, néo-zélandais, je ne sais pas, mais en tout cas pour les Australiens, c'est le cas, les étudiants australiens qui obtiennent une bourse de leur gouvernement pour venir étudier dans une université européenne ont l'obligation, et s'ils ne respectent pas ça, leur bourse est coupée, ont l'obligation de venir chaque année aux commémorations officielles de Gallipoli. C'est le 25 avril, Voilà, ils sont Anzac Day. obligés. Ouais. Ils sont obligés. Ouais, ils ont pris très très cher en proportion de leur force Ah oui, vraiment, vraiment. pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont pris une Ouais, ouais, proportion gigantesque, rien qu'en une seule campagne. En face, c'est Lyman von Sanders et oui, Mustafa Kemal oui, c'est ça. C'est qui Mustapha commandent Kemal les déjà, Ottomans. oui, oui, Ouais. tout à fait. Et bon, tu as ça. Tu as le cas d'Anzio Ouais. en 44 en Italie, au sud de Rome, hein, si je ne Juste au m'abuse. sud de Rome. Ouais. Où, ben, alors il n'y a pas de montagne, mais en tout cas, les Américains sont bloqués sur la plage pendant plusieurs semaines. Et les Allemands ont une artillerie très lourde, à Ouais, longue ouais. portée, qui est inaccessible, on ne peut pas lui tirer dessus. Et puis, ils ont notamment un énorme canon que les soldats américains vont rapidement baptiser de Anzio Annie, Ouais. C'est juste. Annie d'Anzio, alors l'état-major américain dit bon ben les canons de la marine tirent pas assez loin pour aller essayer de détruire cette énorme merde. On va envoyer l'aviation. Le problème, c'est que le canon en question, les Allemands sont malins. Une fois qu'il a tiré, il va se planquer dans un tunnel à côté. Ouais. Ouais. Tu vois. Bon, ben c'est un échec. Hein. Alors, je crois qu'ils vont pas rembarquer. Il me semble qu'ils vont rester comme Ouais, des ils vont cons sur rester la là. plage le temps que les troupes terrestres véritables, si tu veux, remontent jusqu'à Anzio. C'était une tentative de débloquer le front de Cassino C'est ça. Voilà. par la mer et ils ont dû attendre que ce soit débloqué par les montagnes, par les Eh troupes oui, du général Juin c'est ça. et les Polonais ensuite. Mais C'est voilà, ça. ouais, c'était long la campagne d'Italie. Ils n'avaient pas Ah pensé. oui, oui, oui. C'est marrant ces guerres qui durent beaucoup plus longtemps qu'on ne pense, hein, que les planificateurs pensent au début. Hein, C'est le c'est cas de toutes étonnant. les guerres, tu sais. On le rappelle là à plusieurs reprises lors de la guerre qui vient d'éclater en Iran là. Il y a un politicien un jour qui a dit et ça, on devrait l'avoir en permanence dans la tête. On sait quand on commence une guerre, on ne sait jamais quand on la termine. Ah ouais. Parce que ceux qui perdent les guerres, s'ils savaient, ils ne les commenceraient pas Ben quand c'est eux qui évidemment, commencent. Ouais. Et en général, c'est souvent ceux qui commencent les guerres qui finissent par. Enfin, je suis en train de prendre. Il y a sûrement des contre-exemples, évidemment, mais ouais, ouais. On parlait. oui, il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples, mais, C'est pas toujours ceux qui commencent la guerre qui les perdent, mais, euh, mais on ne sait jamais comment et quand ça finit. Ça, mais c'est on ne vrai. sait jamais quand ça finit. Et une guerre, c'est par définition long, toujours trop long,
ça, c'est très meurtrier en hommes, même pour le vainqueur. Ouais. C'est très destructeur en matériel, y compris en, En en, argent, en lieu d'habitation, en en- maison, en chaque, pont. quelqu'un me faisait remarquer ce matin que ça fait un mois que, donc ça fait à peu près un mois et quelques jours que nous sommes que les États-Unis et Israël sont en guerre face contre l'Iran et que l'argent dépensé correspond à ce que la Chine a dépensé pour créer 2500 kilomètres de trains à haute vitesse. Alors, c'est pas le même pouvoir d'achat, tout ça. Mais enfin, tout ce qu'on, il y avait C'est quand même un ordre d'idée qui est pas mal, hein. tout ce qui est dépensé dans la guerre n'est pas dépensé dans l'instruction, Ah bah les oui. infrastructures, le développement de la population et son prospérité. Ah bah oui. Les guerres, même pour les grandes puissances, même pour les grandes puissances, les guerres sont également des gouffres à pognon. Alors, c'est pas perdu pour tout le monde, mais Alors, c'est pas perdu pour tout le monde, mais pour les États, si. ouais, pour les Un États, c'est un État, même terrible. victorieux, même puissant, finit toujours une guerre endetté jusqu'au cou. Le Royaume-Uni en sait quelque chose. Ah bah oui, Ils le viennent roi, de finir de payer. celle de 14, oui, la dette Ouais, 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 c'est et celle de la Seconde Guerre mondiale aussi, tu vois. Bon, voilà. Et puis ils ont exsangue. perdu leur empire et leur empire colonial et tout, des conséquences directes ou indirectes des deux guerres mondiales, hein. Ouais, sans parler évidemment des vies civiles perdues ou estropiées ou détruites Bien sûr, bien sûr. et les changements inattendus. Qui aurait pu dire en 1914 que on aurait l'Union soviétique 3 ans plus tard Alors là, c'était totalement. Et surtout en Russie, en Russie? parce que les milieux soviétiques socialistes Ils attendaient à l'Allemagne. de toute la gauche, ou de tous les pays où il y avait des gauches puissantes, c'est-à-dire essentiellement l'Europe, euh, la Russie était le dernier pays dans lequel Ouais, ils s'attendaient à voir triompher une révolution socialiste. ouais. C'était Bon, le dernier pays. l'Allemagne les a un petit peu aidés, mais quand même. Un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, mais quand même. Mais pourquoi pas, à la limite, ils auraient plus vu, ça aurait été moins fantasque d'imaginer une révolution bolchevique, enfin socialiste, au Monténégro ou en Albanie, tu vois, qu'en Russie, qui Ouais. était en plus le pays haï de tous les révolutionnaires et de tous les progressistes Ou du même monde. en France, vu l'expérience de la commune, ou peut-être même l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais Moins, oui, oui, ouais, oui. parce que très industrialisé. Mais Ben, l'Allemagne on n'est est pas loin passée de nos loin. débarquements. Mais c'est vrai, c'est assez Oui, oui, important de voir. l'Allemagne n'est pas passée loin, hein, en Ouais, 17, 18, 19. En Angleterre, en 1919, il y a eu une immense grève générale qui s'est doublée aussi d'une grève des soldats. En France, il y a eu les mutineries de la mer Noire, il y a eu des trucs comme ouais, ça. Bon, voilà quoi. ouais. C'est passé proche. Bon, la peur du rouge, à la fin de la Première Guerre mondiale, bon, ça avait fait faire des cauchemars à pas mal de gens, hein. Et à mon avis, à bon droit d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, aujourd'hui c'est plus le cas, mais à cette époque-là, je pense qu'on pouvait, à bon droit, pas forcément à raison, mais à bon droit, la nuance est subtile, mettre de l'espoir dans ces gens-là. Mais bon, c'était un autre monde aussi, hein. Mais comment dire? Non, mais et là, pour revenir à l'Iran, le problème c'est que l'Iran, on l'oublie parce qu'on connaît mal la géographie, mais l'Iran sur trois côtés et demi sur quatre, c'est des chaînes de montagnes très hautes Ouais. et Avec beaucoup de gens en plus. avec beaucoup de gens, avec peu de vallées. Ouais. Euh, c'est euh, c'est C'est vraiment pire des. que l'Afghanistan. Pardon? C'est pire que l'Afghanistan Mais comme terrain. absolument, absolument, Parce que absolument. l'Afghanistan, ça va, il y a encore une route qui fait le tour. C'est ça, c'est Ça ça. va, mais Là, c'est même pas le là, c'est cas. C'est deux même fois pas le plus cas. grand et pire. Non, non, Toute la côte iranienne est complètement sous-développée, il n'y a rien. Il y a une ou deux villes, mais en plus, ce sont des villes récentes, des villes artificielles qui ont été créées
récemment, alors récemment, c'est pas forcément il y a 48 heures, ça peut être il y a 20 ans, 30 ans, comme Bandar Abbas, mais c'est ce que j'appelle une ville récente. C'est pas une ville qui a une histoire qui remonte au Moyen Âge, tu vois. Euh, et puis au centre de l'Iran, tu as un immense désert sur un haut plateau, un immense désert tout plat, sans une goutte d'eau. Euh, Conquérir un pays pareil, il faut prévoir, à mon avis, si on veut conquérir entièrement l'Iran et renverser le régime et y apporter et y mettre en place un régime démocratique, puisque officiellement c'est ça l'opération. Et comme ils savent qu'ils vont pas y arriver, de toute façon, c'est pour ça maintenant qu'ils sont en train de détruire le peuple iranien et ses infrastructures. Si les bombardements amenaient à des changements de régime, ça se saurait, hein. Mais évidemment, Pas bon. mais d'ailleurs les Américains le savent bien, Bah oui, c'est pas puisqu'ils ont bien vu l'objectif. pendant la Seconde Guerre mondiale que les bombardements au Japon ou en Allemagne n'ont pas incité le peuple japonais ou le peuple allemand à renverser leurs régimes respectifs. Alors, Bon, pour revenir au débarquement et à l'art de réussir la planification et la mise en œuvre de quelque chose comme ça, on avait mentionné ce débarquement incroyable, peu connu, parce que finalement, avec une opposition qui s'est vite arrêtée, mais face à la France, au Maroc, Casablanca, Tanger, Maroc et Algérie, hein, même. oui, Algérie, Oran, Oran, Alger, je suis possible si, il me aussi, semble hein, qu'il y en a autour eu à d'Alger, côté ouais, ouais, ouais. d'Alger, oui. Euh, c'est pour coordonner, même en 1942, arriver simultanément devant ces ports à la même heure, le même jour, et faire en fait un effet de force qui fait que voilà, la résistance a été vite, finalement, ça s'est arrêté très vite. Euh, on imagine bien la planification, puis il faut que les bateaux, ils sont partis d'Angleterre et des États-Unis. Il y en a qui sont partis directement des États-Unis, C'est une planification extrêmement. Déjà bien qu'avoir sûr. une flotte, déjà que les bateaux, la flotte, c'est probablement encore plus complexe. Moi, je pense que c'est plus complexe qu'une aviation. Parce que Oui, une flotte, c'est des technologies, des chantiers navals, ça va bien plus loin que fabriquer des avions, ce qui est déjà pas facile. C'est pas beaucoup de pays ont des flottes. Ils ont des petites marines, absolument. mais des flottes Et des capables flottes de. importantes en plus. C'est pas Parce qu'il facile. faut une tripotée de bateaux de transport et une tripotée de bateaux de combat pour les protéger. Ouais. Et même la Normandie, ou évidemment dans le Pacifique, parce qu'il y a eu il y a eu par exemple, je parlais des Japonais, mais il y a par exemple des échecs comme une des premières opérations qui est la tentative d'occupation de l'île de Wake dans le Oui, Pacifique. Ça a été un échec japonais. retentissant des Japonais, enfin en tout cas un bloody nose, comme on dit en anglais. Ils se sont pris, alors qu'il y a trois troupes, trois canons sur l'île, mais c'est à tel point pas facile que. Je crois qu'à Guam, ils ont eu des problèmes aussi, il me semble. Oui, oui, oui. Et leur grand échec, c'est Midway. Ah ouais, ils ne sont même pas arrivés à l'île, Mais ils sont c'est même pas sûr. arrivés à l'île. Là, c'est même pré-débarquement, en fait. C'est la bataille navale de Midway qui Ou a Port empêché. Moresby, juste Oui, un mois avant. oui, C'est pas oui. facile, c'est vrai. Et on a tous l'image, tu le disais au début, et parce que le cinéma, et c'est très important à quel point le cinéma nous a mis ces images. Je parle même pas de sauver le soldat Ryan, qui est assez brutal, mais avant, il y avait Le jour le plus long, ce fameux film avec John Wayne, qu'on a tous vu quand on était gamin ou jeune, qui ont marqué cette, cette, cette immense prouesse technologique, navale, logistique, organisationnelle, souvent les pro-russes disent oui, non, mais bon, de toute façon, oui, c'est sur le front de l'Est que la guerre s'est vraiment jouée. Mais le débarquement de Normandie, c'est quelque chose. Ah non, mais C'est attends, le quelque chose. débarquement, il faut savoir un truc, c'est que même chez les soviétiques, Ah ouais, ils ont été qui impressionnants. effectivement, et en partie à bon droit, se disaient ça s'est d'abord passé chez nous, soit, mais même chez eux, ils reconnaissaient, même au pire moment de leur jingoïsme à eux, ils reconnaissaient que le débarquement de Normandie c'était une opération qu'ils respectaient, d'une part pour son sens stratégique,
parce que ça marquait enfin l'ouverture du second front que les soviétiques n'arrêtaient pas d'appeler depuis À 41, juste titre, ouais. mais également parce que pour eux, c'est la seule opération d'une ampleur comparable en volume à leurs grandes opérations à eux. Et encore une fois, simultanément, il y a une opération de quasiment la même taille de l'autre côté de la Terre, à Saipan, Oui, qui est aussi un truc, en plus, avec une bataille navale autour assez importante. Mais ouais, je crois qu'on jamais dans l'histoire de l'humanité, on a fait, et peut-être on ne fera jamais plus, une opération militaire de cette envergure-là. Enfin, oui, une opération amphibie de cette, tout à fait. de conquête, d'invasion, de débarquement de cette ampleur-là, de juin Voilà. 1944. Surtout, et surtout, à la limite, on peut imaginer des opérations de débarquement de très grande ampleur, pourquoi pas, mais ça ne sera pas des débarquements en force, Ouais. tu vois. Alors par contre, on peut imaginer, face à une tête de pont de ce genre qui est en train de se créer, avec déjà des plages conquises, beaucoup de matériel, mais également plein de bateaux qui sont là au bord ou un peu au large, il y a une telle concentration de force que c'est la cible idéale pour une frappe nucléaire tactique. Et ouais. Tu vois? Ouais, on s'imagine des nations qui auraient eu déjà des armes nucléaires en 1944. Ouais. Ouais, le débarquement de Normandie, c'est une Ah bah cible, oui, c'est ah sûr. bah évidemment. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit et je retire ma prédiction. Je crois que même des grandes opérations de débarquement, même face à une côte non défendue, des immenses opérations de débarquement, pour peu qu'il y ait des armes nucléaires en face, c'est pas possible. Ouais. Parce que là, c'est trop tentant. Et aujourd'hui, sans aller à l'arme nucléaire, des missiles de type Oreshnik russe Ah qui bah sont oui, capables de détruire une surface assez importante de manière absolument. conventionnelle, par pure énergie cinétique à la limite. Ou même là, les missiles iraniens, là, les Khorramshahr 4, c'est 500 kilos ou une tonne d'explosifs? Je ne sais plus. Mais c'est À beaucoup. ma connaissance, 500, il me Ouais. Mais semble. 500 kilos d'explosifs, ça fait... Ah bah j'ai pas oui, envie d'être à côté, hein. ah bah évidemment, oui. Et ils doivent avoir les coordonnées de leurs propres îles et de leurs propres plages, à mon avis. Je leur souhaite, c'est le Ça fait, minimum. ça fait 40 ans qu'ils se préparent à ça. Non, Mm. c'est vrai que l'étude de cette au-delà de l'aspect, encore une fois, la logistique, parce qu'on on en parlait de la Normandie, les ports artificiels, c'est une ingénuité incroyable, une inventivité, ensuite le Alors matériel attention, les tactique. ports artificiels, oui, c'est merveilleux, c'est une super idée, c'est une prouesse technique extraordinaire. Mais le volume de ce qu'on pouvait y Ah débarquer, oui, c'était ridicule à côté du volume qu'on aurait pu débarquer à Cherbourg ou à c'est Brest ça. ou au Havre. Ou au C'est ça. Havre. Au Havre. Et ces prouesses, en fait, cette technique, évidemment, elle va dans le sens où il y a une stratégie qui est cohérente. J'ai trouvé, et c'est un film qu'on peut montrer à des jeunes, ils le répètent plusieurs fois, on débarque en Normandie pour pouvoir prendre Cherbourg, parce que si on prend Cherbourg, on va pouvoir prendre Paris, et si on prend Paris, on va pouvoir aller prendre Berlin. Et ça a du sens comme stratégie. Souvent, il y a des guerres, je ne pointe pas le doigt des trucs existants en ce moment, où on ne comprend pas exactement ce qu'ils essayent de faire. Ah bah oui. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on ne sait pas où on va, où que l'on aille, on Ah risque bah de de toute pas façon, arriver. le fait de se lancer dans une guerre sans avoir une vraie stratégie claire et nette, bien comprise, bien assimilée, bien digérée, c'est la formule idéale pour perdre. D'ailleurs, perdre une guerre peut ne pas être seulement sur le terrain, parce que je vois aujourd'hui, encore une fois, on est le quel jour? On est le lundi de Pâques, donc ça nous fait le 7, le 6. Avril, mais en tout cas, j'ai entendu des journalistes qui tout d'un coup disent, ah, un avion américain a été abattu, c'est terrible, c'est un épiphénomène, ce n'est pas ça qui fait qu'on gagne ou qu'on perd une guerre. En revanche, on peut très bien gagner une guerre militairement et la perdre de manière politique, Bien parce sûr. que, c'est le cas de l'Algérie française, parce que la classe politique décide que
non, c'est trop coûteux, on ne va pas pouvoir y faire, ou à quoi bon? Le Vietnam est passé par plusieurs phases d'acharnement, et puis finalement, voilà, on en parlait en 75. Nixon dit, bon, on est arrivé à un niveau de capacité de négociation qui nous permet de dégager et bon, de pas trop perdre la face, pas trop, mais enfin un peu Mhm. quand même, et de passer à autre chose. L'Afghanistan, il y a quelques années, la Absolument. fuite de l'Afghanistan, c'est entériné une défaite totale Mhm. des forces coalisées avec des milliers de morts pour rien. De manière, en plus de manière logistiquement horrible. Enfin, ils ont abandonné Ben pour là, tout leur matériel. sur l'Iran, je vois passer des points de vue, tant sur la presse que sur Internet, de gens, y compris des spécialistes, qui disent il y a un gros risque là, parce que il y a une tentative de négociation entre des Européens et l'Iran. Je crois que l'Iran a proposé aux Européens de leur ouvrir à eux et à eux seulement le détroit d'Ormuz, à une condition, c'est qu'ils ne vendent pas le pétrole qu'ils transporteront en dollars. Or, imaginons que l'Europe marche dans la combine, réussisse une négociation comme ça avec les Iraniens, que les pétroliers européens puissent aller en Iran, franchir le détroit d'Ormuz, se charger en pétrole, revenir et repasser, et revendre des centaines de milliers de tonnes, du coup, puisque c'est plusieurs centaines de milliers de tonnes par pétrolier, sur le marché mondial, pas en dollars, ça va signer la fin du pétrodollar, parce que ça va ouvrir de Ah, fait une brèche gigantesque dans le système financier qui vit depuis 1974 sur les pétrodollars. ouais. Et ça, Et c'est les pétrodollars inacceptable. financent l'immense dette américaine. Ouais. Donc là, Et- si un coup comme ça se réalise, il y a, alors je ne suis pas financier, et peut-être que je dis une grosse bêtise, et peut-être qu'un expert financier démontrait facilement ce que je suis en train d'expliquer, c'est possible. Mais si c'est ça, et si le système du pétrodollar se casse la gueule, les Américains peuvent prendre l'île de Card 20 fois s'ils le veulent. Hein. Ça les, ils seront dans la même merde. Alors, une des thèses qui dirait que si les États-Unis détruisent ou que la guerre dure et que les États-Unis volontairement font durer la guerre, c'est surtout l'Asie hein, qui achète du pétrole au Moyen-Orient, moins l'Europe, moins. Oui, oui. Eh bien, au fond, les L'Europe, c'est États-Unis, 15% du pétrole qui vient du Golfe. voilà, donc on peut gérer, c'est énorme, hein, 15%. Mais enfin, Oui, on va serrer la ceinture, on va faire une décroissance terrible, ça va être très très dur. mais en plus, on s'est coupé du pétrole russe, tu vois. Oui, Donc, parce que voilà. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que le pétrole. C'est parce que quelqu'un me disait, enfin, que j'interrogeais Charles Sana, un économiste qui est très intelligent, et qui me disait, finalement, les États-Unis gagneraient, parce qu'eux ont beaucoup de pétrole, entre le Venezuela, le Canada et le léger qu'ils fabriquent, ils arrivent à faire pas mal de différents mélanges qu'ils peuvent ensuite exporter. Oui, sauf qu'un pétrole très cher, parce qu'on en manque, on va manquer de 15 à 20% de pétrole cette année. Donc comme c'est très inélastique, les prix vont monter encore plus. Chaque jour qui passe, c'est les risques. Le risque, c'est que ça dure et que ça soit très cher pendant longtemps. Eh bien, le truc, c'est que vendre du pétrole cher pour les États-Unis, c'est bien, mais ça veut dire que tous les produits qu'ils importent, et ils en importent, deviennent hors de prix aussi. Donc en fait, c'est la crise économique aussi aux États-Unis. Alors certes, les pétroliers vont gagner de l'argent, mais le reste de l'économie va aller très très mal. Donc en fait, ça ne peut pas être, ou alors ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ça ne peut pas être une stratégie cohérente de la part des États-Unis de vouloir détruire à moins d'être, alors ça c'est une autre hypothèse, c'est qu'on est dans une vision eschatologique où il faut tout détruire parce qu'il faut tout détruire. bon, Je ne sais y a pas. certains Américains qui pensent de cette façon-là. Hein. Ouais. Je pense pas que ce Après, soit le coup Trump, d'État, ça existe, l'assassinat politique, ça existe, bien le sûr. changement de régime, ça existe Mais là où ils aussi sont chez plus eux. nombreux, les gens comme ça, c'est en Israël actuellement. On en avait parlé, là aussi, entre les escrocs qui veulent pas aller en prison et qui sont dans une fuite en avant et Ouais, les eschatologiques fous, enfin d'un point de vue
rationnel, c'est fou, hein, c'est une maladie mentale de réfléchir avec. Ouais, 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 ouais. Eh bien, bon, c'est effrayant, d'autant plus que militairement, ça ne fonctionne pas. J'ai beau être, comme on en avait discuté dans ce panorama de l'armée israélienne, j'ai beau avoir un grand respect pour les prouesses historiques de l'armée israélienne, mais depuis un moment, et là encore on le voit, visiblement ils n'ont pas mis à jour leur tactique avec ce qui s'est passé avec ce qui se passe en Ukraine. L'expérience n'a pas été apprise. Je voyais des colonnes de chars. Alors après, il faut se méfier des images. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Mais enfin, elle me paraissait assez vrai. Je voyais des colonnes de chars israéliens se faire dégommer par des drones et d'étaler. Bon, visiblement, ils ont pas vu ce qui s'est passé en Ukraine depuis 4 ans. Ah la Et vache. bon, donc ça se passe mal. Donc quand tu perds une guerre et qu'en plus tu es dans la folie, c'est ce qu'on disait, on n'a pas encore eu un pays qui est armé d'armes nucléaires qui perd une guerre. Si, les États-Unis au Vietnam, d'une certaine façon. Mais c'est une guerre loin de chez eux, hein. C'est C'est vrai. vrai. Et c'était Mais pas ils y une ont guerre pensé. qui impliquait les intérêts vitaux. Ils y ont pensé, hein, Ils y ont pensé, ils y absolument. ont pensé à l'arme nucléaire, et en Corée, Et au Vietnam. et au Vietnam. Ils y ont pensé. Après, c'est normal d'y penser. Ça me choque pas. Mais de penser à le faire, ça, c'est un pas qui est choquant. Et l'Iran est un vaste pays qui pourrait survivre à des frappes nucléaires, mais celui qui fait les frappes nucléaires, dans le monde d'aujourd'hui, là, on rentre dans un spectacle qu'on n'a jamais vu. Ouais, Reprendre un terme de Debord. Comment c'est réagit une vrai. population quand ton pays commet un génocide sur une population qui t'a rien fait, en fait? C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de Pearl Harbor, là. Non. Et maintenant, vu que la guerre a commencé, c'est difficile d'en créer un, Ouais, si tu vois ce que je veux dire. ouais, bien sûr. Tu vois? Ouais. C'est beaucoup plus difficile. Donc, ou alors, ils ont vaguement essayé ça au début de la guerre, quand il y a eu des tentatives de frappe iranienne sur les porte-avions américains dans le golfe d'Oman, des tentatives iraniennes de les attaquer avec des drones et des missiles. Et les Américains se sont empressés de faire des déclarations en disant, mais un porte-avions américain, c'est une ville américaine. D'abord, c'est un bout de territoire américain avec plusieurs milliers d'hommes et de femmes à bord. C'est vrai. Si on coule un porte-avions américain, on détruit une ville américaine. La conclusion de ça, et c'était, je pense, le sens de ce message américain, c'était si vous coulez un de nos porte-avions, on aura un prétexte pour vous balancer des bombes nucléaires. Je note aussi qu'en 1991, tu t'en souviendras bien, les États-Unis avaient 6 porte-avions en zone pour bombarder l'Irak, Ouais, qui est beaucoup plus faible que l'Iran. Aujourd'hui, ils ont à peine réussi à en avoir 2 pendant un certain temps, et un a dû rentrer en réparation, et puis maintenant repart aux États-Unis pour des réparations et un repos bien mérité pour l'équipage, bien entendu. Et l'autre, c'est quand même manger un drone. Bon, c'est un petit drone, c'est un gros porte-avions, donc ils ont avoué ils ont été touchés, ce qui est une première depuis 1945, je crois. En tout cas, en guerre, des accidents, c'est déjà arrivé, hein. oui, Des porte-avions qui se sont mangés un cargo, c'est arrivé. Des incendies, c'est arrivé. Mais là, c'est la première fois. En revanche, il a quand même reculé. Il est loin des côtes iraniennes. Ce qui en dit long sur cette capacité de la marine américaine. On est loin de Saipan, on est loin d'Okinawa ou de Leyte, ou du golfe de Leyte. Et surtout, alors, je vais te poser la question, puisqu'on va conclure sur cette partie. Voilà, on va conclure la partie amphibie. C'est que tu es un amiral ou un général américain en charge des opérations là-bas. Voilà, que Dieu ne plaise, mais c'est comme oui, ça. Il y a des jobs sont durs, mais il faut les faire. Et on te dit, voilà, t'as les 8000 Marines et les 2000 ou 3000, enfin bref, tu as à peu près 12 000 hommes entre des parachutistes et des Marines. Euh, Débloque-moi ce putain de détroit d'Ormuz. ah, Et vite. bah, déjà, j'essaye, je mets le paquet
en avion et en hélicoptère au-dessus de la côte iranienne du détroit d'Ormuz pour essayer de dénicher et de détruire le maximum de batteries de missiles antinavires. Eh oui. Ensuite, Ça peut prendre du temps. Ben oui, mais bon. C'est Ah, ça? ben de toute façon, oui. Ah non, 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 vite, en 24 heures, c'est pas possible. Bon. C'est ça, hein. Mais tu vois, je vais amener la contradiction à chaque fois. Ouais. Tu seras d'accord, je pense, à chaque fois. Mais voilà, ça, c'est un vrai problème parce Bon, que, bon, alors en même temps, ils l'ont pas encore totalement miné non plus, hein. non, justement. Donc, on peut imaginer un passage en force. Mais il faudra quand même que ce soit un passage en force un petit pas trop rapide, hein, pour laisser aux démineurs le temps d'inspecter l'intégralité du détroit, hein. Bon, et ensuite on rentre et on démine le détroit. Éventuellement, on occupe la côte iranienne du détroit d'Ormuz, mais uniquement la côte, avec une tête de pont qu'on surprotège, y compris avec des moyens aériens et tout ça. On les surprotège. Donc, sachant que l'Iran, c'est 1500 kilomètres de côte sur la mer d'Oman et jusqu'au golfe Persique, jusqu'à l'Irak, à peu près, je sauf erreur, de mémoire. Tes 8000 Marines, ils arrivent à saisir et de contrôler combien de kilomètres de cette côte? Il faut, Une centaine? oui, maximum, Ouais, hein. maximum. Juste là où il y a le détroit. C'est ce qui me C'est semble ça, aussi le meilleur choix. c'est ça. Et en défensif, En purement défensif, une position défensive étroite, uniquement une tête de pont, comme on dit, et une zone défensive ultra protégée avec sac de sable, enfin tous les trucs, les mecs enterrés et tout, enfin qui est capable de bien résister, ni mitrailleuse et tout ça. Bon, enfin un hérisson, un Mhm. véritable hérisson, et en permanence au-dessus d'eux des myriades de drones, d'hélicoptères et d'avions qui sont prêts à cogner. Et après, il faut ravitailler tout ça. Voilà. Donc, il faut un port. Alors, en face, il y a les ports d'Oman et des Émirats. Ça peut aider quand même. Mais, et puis, alors, il y a le grand port iranien qui est dans la zone aussi, c'est Bandar Abbas. C'est ça. Mais c'est quand même, du coup, c'est une agglomération, une ville, et donc il faut la conquérir. Et conquérir une ville, tu n'es pas sans savoir que ça aussi, c'est une des opérations militaires les Voilà. plus meurtrières qui soient, Voilà, il n'y a que 10 000 hommes disponibles. Donc, et longues, tu vois. ouais. Donc, en fait, ils peuvent y arriver, mais alors dans ce cas, il faut qu'il n'y ait plus aucune restriction sur les cibles et sur les tirs. D'autant que les Marines aujourd'hui, c'est de l'infanterie légère. Ce n'est plus Oui, je de sais, l'infanterie lourde comme avant. absolument. C'est étonnant comme choix d'organisation de ce genre d'unité. Oui, mais parce que c'était les Marines, ils ont subi cette réforme-là depuis il y a quelques années, en vue d'une toute autre guerre. Ouais, ouais, c'est souvent comme ça, hein. Ils ont été réformés, on leur a enlevé les chars lourds qu'ils avaient, on leur a enlevé tous ces trucs-là, parce qu'on a prévu de les utiliser comme infanterie légère dispersée sur toutes les îles et îlots du Pacifique face à la Chine, pour tenir les petites îles qui font face à la Chine dans le Pacifique. Dans d'autres temps et dans d'autres armées, ça s'appelait des troupes de forteresse, ça. Oui, aussi, oui. Donc c'est étonnant ce genre de réforme. Voilà, Dieu sait quelle manigance politique il y a derrière entre on sait que entre l'aviation, l'armée de terre et les Marines et la marine, qui a le contrôle de telle unité d'aviation, de tel navire. Par exemple, les navires de débarquement sont de la US Navy, Oui, mais les escadrons d'hélicoptères sont des Marines, par exemple. oui, Donc absolument. ça pose... Alors normalement, si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais ça peut poser d'un point de vue administratif des conflits qu'on ne voit pas forcément. Alors, ils sont relativement bien réglés parce qu'ils ont l'habitude depuis toujours de manœuvrer ensemble et d'être Ah.
et d'être étroitement associés en permanence, y compris à bord des bâtiments de la flotte et tout ça. Donc ça poserait pas trop de problèmes. Ils ont l'habitude. Mais s'ils veulent augmenter encore le volume de leur force, ils vont être obligés de faire appel à l'armée de terre. Et alors là, ça va poser des problèmes, y compris les fameux problèmes bureaucratiques qui sont les plaies des forces armées américaines, Ouais. hein, Et, ouais, de toutes les armées en général. dans toutes les armées. Mais là, dans l'armée américaine, ça Donc, attire. et puis après, il reste ces petites îles autour qui peuvent être des petits emmerdements à retardement, parce que dans ces îles, on sait qu'elles sont très fortifiées, parce qu'elles sont revendiquées, il y en a deux ou trois qui sont revendiquées par les Émirats arabes, et donc elles sont bourrées de bunkers, on parle de systèmes sous l'eau, enterrés, mais sous l'eau, qui peuvent de là envoyer des mines, envoyer des torpilles, des mini-sous-marins. Enfin, il y a toutes sortes de trucs inventifs dont on ne sait toujours pas. Ils sont intelligents, c'est un pays d'ingénieurs, l'Iran. Ils produisent plus d'ingénieurs que les États-Unis. Moi, je me méfierais. Et donc, là aussi, donc le nid à emmerde peut être très gros. Je sais bien, Mm. je sais bien. Donc, c'est un Et job de c'est des nids merde. à emmerde. Le problème, c'est que c'est des nids à emmerde dont tu peux difficilement poser, sur lesquels tu peux difficilement poser un pied et te dire, oh merde, j'ai marché dedans et retirer ton pied tout de suite et aller l'essuyer dans l'herbe à côté. Ouais. Mais non, là, en général, ça reste collé. Et Ouais. c'est pas On facile, tu n'envie vois. pas le mec qui a ton job de planifier et de mettre en œuvre le débarquement. Ah oui, oui, oui. Mais Parce là, il que, faut avoir tout un, faut avoir des immenses états-majors remplis de spécialistes, de mecs ultra professionnels pour tout ce, 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 ce- ce travail très professionnel et très particulier qu'est le travail d'état-major, ouais, justement. Tu vois? Et ouais, où les mecs sont capables d'être à la fois des bureaucrates, des technocrates, mais en même temps des penseurs. ouais, ouais. Tu vois, Pas c'est pas facile, facile. pas Parce facile. que souvent, tu as des penseurs qui savent pas bosser, et puis de l'autre, tu as des bosseurs qui savent pas penser. Non, et il faut avoir simulé la chose plusieurs dizaines de fois pour avoir Ouais. imaginé les pertes, les besoins logistiques. C'est Ah bah chaud, hein, c'est mais pas. Je pense que c'est pas un hasard si l'autre jour tu m'as tenté, tu m'as envoyé une photo qui m'a brisé le cœur parce qu'elle m'a fait remonter 40 ans en arrière mais que, ouais. quand tu avais déployé la carte entière de Golf Strike, le jeu. Exact. Et puis, c'est des simulations très sommaires, c'est des jeux. Ce n'est pas du tout. Si tu dois planifier une guerre avec ça, t'es mal barré. Mais l'idée, c'est que tu dois simuler encore et encore. Les États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans le Pacifique, ils avaient simulé une trentaine de fois la campagne du Pacifique, avant que les Japonais les attaquent, hein. Absolument, Et ils avaient, parce qu'ils avaient un plan qui s'appelait le plan naval Orange, absolument. qui consistait à partir tête la première vers les Philippines avec tous les cuirassés en ligne et de défendre coûte que coûte les Philippines. Et Alors chaque là, fois il y a une que... histoire qu'il faut savoir parce qu'elle est intéressante. Le plan Orange, on a les Américains. Alors déjà, les Américains avaient depuis le début du XXe siècle des plans de couleurs Mhm. pour des éventualités de guerre avec à peu près toutes les grandes puissances. Le bleu, c'était les Français, le rouge, Bleu, les c'était les Anglais, Français, rouge, c'était les Britanniques, noir, les noir, Allemands. c'est les Allemands, vert, les Russes, et violet, c'était les Brésiliens, Ah, comme quoi, parce que c'était une grande puissance navale à c'est l'époque, vrai, c'est tu vrai. vois. Et le plan Orange, ils ont commencé à travailler dessus en 1906, c'est-à-dire juste après la victoire japonaise de 1905 contre la Russie. Ouais, c'était quelque chose, les États-Unis à l'époque, hein. Ah, mais complètement. Ah, Enfin, c'était la des marine gens... américaine, l'armée ouais. américaine à l'époque était nulle, toute Non, petite, non. mais la marine américaine depuis l'extrême fin du 19e siècle, c'est une immense marine. Bon. Ah, ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs la naissance comment dire, du complexe militaro-industriel américain, parce qu'en fait, ce qui se passe au sortir de la guerre de sécession, c'est que les Américains reviennent à la situation antérieure à la guerre, c'est-à-dire ils démobilisent presque complètement l'armée de terre et reviennent à une toute petite armée de terre.
qui est destiné à combattre les Indiens, tu vois, ou les bandits mexicains, ou les grévistes aussi, des fois. Oui. Et puis, bon, c'est une gendarmerie, hein, en fait, l'armée de terre américaine. Hein. C'est une gendarmerie un peu plus brutale, mais c'est une gendarmerie. Par contre, on sait par les travaux d'un historien finlandais extraordinaire qui a travaillé vraiment, qui est un historien économique et industriel à l'origine, hein, qui a travaillé sur l'histoire militaire des États-Unis, l'histoire militaire et économico-industrielle des États-Unis, que dans les années 1870, il y a une grande réunion assez secrète, hein, enfin on va dire discrète, c'est pas secret. Les types sont pas pointés comme dans Tintin avec des cagoules pointues et un mot de passe. Hein. Faut pas imaginer ça non plus. Entre des représentants du gouvernement et de l'État, des représentants des grandes aciéries et des chantiers navals, mais essentiellement des grandes aciéries de Pittsburgh et la marine. Et c'est là qu'ils ont décidé de se lancer dans la construction d'une grande flotte de haute mer, capable de combattre et de croiser sur deux océans, Atlantique et Pacifique, c'est-à-dire les deux façades maritimes des États-Unis. Et c'est de là que commence à naître le complexe militaro-industriel américain. Tu Tu vois? en as beaucoup parlé dans le concept de la guerre fluide. Ouais. Le contrôle des mers c'était un peu ce qui a fait du Royaume-Uni Ah ben l'empire, complètement. la Les puissance Américains, qu'il à a partir de été. ce moment-là, se posent en héritier et en continuateur de la puissance britannique. Et pour conclure, est-ce que et donc tout ce qui est amphibie nécessite la contrôle des mers, Ah ben ça, oui. Ça, c'est le minimum. c'est le minimum. Et donc, vu comment vont les États-Unis aujourd'hui, euh, cette fluidité de leur empire peut-il, peut-elle durer? Ben, en tout cas, on peut se poser la question. Pas plus tard que ce matin, je travaillais sur cette question un petit peu et j'ai commencé à creuser. Je suis en train de récupérer de la documentation, c'est-à-dire aussi bien des vidéos YouTube que des bouquins et des articles. L'establishment militaire américain, et particulièrement l'establishment de la marine, connaît une crise énorme en ce moment, qui est due à quoi? Qui est due au fait que tous les chantiers navals américains sont en crise très grave. Crise financière, crise d'obsolescence des matériels, et crise également du manque de personnel ultra qualifié, parce que il faut que dans les chantiers navals, pour construire des bateaux modernes, on a besoin d'un personnel ouvrier extrêmement qualifié. C'est vrai. Tu vois, c'est pas le soudeur lambda qu'il faut, c'est des soudeurs de très très haut niveau, par exemple. Tu vois, et ils en manquent. Donc, or et à l'inverse, on sait que les chantiers navals chinois sur ces 15 dernières années ont été multipliés par 100 en volume. Quoi, Je crois que le tonnage, tout navire confondu, hein, commercial, le tonnage fabriqué par la Chine est de 300 à 400 fois celui qui est fabriqué par les États-Unis. voilà, Comparaison, lorsque le Japon attaque les États-Unis en 1941, le tonnage américain, enfin, la production de navires tout confondus des États-Unis est 10 fois celle du Japon. Et elle va voilà, augmenter considérablement pendant la guerre. voilà, Donc là, on est dans un ratio qui est encore pire ben à voilà, défaveur des États-Unis. voilà. Et oui, et Ça, oui. ça répond Donc, à la question, hein. bon, alors c'est pas encore gagné pour les Chinois, parce que même s'ils ont des porte-avions et même s'ils ont construit, Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas savoir l'ambition. bien se servir d'une aéronavale de porte-avions, ça demande une expérience qui s'étale sur des décennies. Et Ouais. ça, c'est les Américains qui l'ont. Oui. Et ils n'ont certainement pas peut-être l'ambition de remplacer les États-Unis comme hégémon global, hein, les Chinois. Non, bien sûr que non. Ils ont une marine voilà, pour protéger leurs côtes. Et d'ailleurs, ce seraient les Chinois et les Japonais qui auraient intérêt à se mettre d'accord de patrouiller le golfe du Hormuz en accord avec l'Iran et Oman. Mais Ça, ce bien serait la sûr, solution la plus raisonnable mais bien et sûr. la plus raisonnée et la plus intelligente. Bien sûr, mais c'est pas avec les dirigeants chinois et les dirigeants japonais d'aujourd'hui que ça sera possible.
parce ils sont butés les uns contre les autres en ce moment, hein. Surtout avec la nouvelle première ministre japonaise, là, qui est... On vit des temps intéressants, justement. voilà, voilà. Laurent Henninger, je te remercie beaucoup. Ben, Peut-être, merci de m'avoir invité. C'est toujours un immense plaisir de discuter avec toi. il y a beaucoup de sujets ces prochains. Je sens qu'on rentre dans des années où il y aura beaucoup de commentaires à faire sur les guerres civiles, Oh là là, ouais, parce que là, on rentre dans une période complexe ouais. de manque, puisque avec 20 ou 10 ou 20% de pétrole en moins pendant un bon moment là, hein, disponible, parce que voilà, les prix vont monter, beaucoup de produits ne vont plus être fabriqués, ne vont plus être distribués. Rien que l'autre jour, je me disais, mais au fond, les pétroliers qui sont bloqués dans le golfe d'Ormuz, qui sortent pas, plus les porte-containers qui se sont retrouvés il y a un mois en train de livrer des trucs de Chine, d'Asie ou de bouffe, hein, au Qatar, Bahreïn, Émirats et l'Arabie Saoudite dans le nord, dans le golfe Persique. Donc, ces bateaux, ils sont pas repartis pour faire des allers-retours. Donc, ils manquent ailleurs. Ils sont en train de manquer pour amener des bananes d'Argentine. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Absolument, Et donc, absolument. c'est là aussi, il y a peut-être un certain tonnage qui manque au commerce mondial et qui va se faire Très sentir là exactement. maintenant. Et on Mais est. là, tu mets le doigt sur la complexité du système mondial. Et je dis même pas système économique, je dis système total, Ouais. Parce que mondial. là aussi, le pétrolier qui aurait dû partir il y a un mois de Détroit d'Ormuz pour aller au Japon, il serait ensuite parti au Venezuela pour prendre du truc du Venezuela pour le ramener, je sais pas, à Rotterdam. C'est pas toujours c'est pas des ferries. C'est Exactement, fluide parce que ça dépend de qui achète la cargaison alors qu'elle est en route, qui la revend, où ça va. absolument, absolument. C'est un très complexe. Ouais, 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 tout à fait. Et Trump, il maîtrise pas ça, hein, ça c'est sûr. Personne ne maîtrise ça d'ailleurs. Trop complexe. Ou ceux qui dirigent Trump, on va dire. Oui, plutôt, ouais. C'est plus clair. Laurent, je te remercie beaucoup, c'est toujours passionnant. On en refera d'autres. Merci, à bientôt. À très bientôt. Bon.